Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce nouveau webinaire de la fabrique de l'agilité. On a un magnifique programme aujourd'hui. On va parler de rémunération, évidemment que c'est un des grands enjeux des organisations agiles. Comment rémunérer les personnes qui finalement sont dans des rôles distribués. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui l'ont fait, qui ont testé, qui ont commencé avec certains process, qui ont arrêter, continuer avec d'autres. On se réjouit vraiment de les entendre. En tout cas, un grand merci à la Fabrique de l'Agilité de nous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Mon nom est Christophe Barbon, je suis cofondateur de Loico et puis je vais vous accompagner pendant ce chouette moment qu'on va passer ensemble. Voilà, vous avez maintenant, évidemment, depuis quelques années, l'habitude des webinaires. On a aussi l'habitude de vous permettre de poser un maximum de questions. Donc, vous voyez que vous avez sur votre écran Zoom la possibilité d'activer l'option Q&R, qui est en fait une option dans laquelle on va vous donner la possibilité de poser des questions aux intervenants pendant la conférence. Et puis, ces intervenants, ils vont essayer d'y répondre pendant la conférence pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions que vous avez. Excusez-moi, évidemment, soyez indulgents, hein, puisqu'ils vont devoir faire leur présentation, répondre à vos questions. Ils vont faire un maximum. Maintenant, si des questions n'ont pas trouvé de réponse pendant le webinaire, on essaiera d'y répondre après et de vous transmettre tout ça par voie d'email ensuite. Et puis, on pourra aussi, lors de la phase de table ronde, prendre quelques questions, voire vous prendre, le cas échéant, en direct pour que vous puissiez vous poser la question directement aux intervenants. On va vous envoyer tout ça en format replay, évidemment vidéo, après la conférence et également la présentation. Toutes les présentations que vous aurez vues, vous n'avez pas besoin de trop prendre de notes. On vous transmettra également ça en version PDF. Voilà, on a un programme que vous avez reçu qui est très, très riche. Je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Thièche qui va nous dire la bienvenue de la part de la Fabrique de l'Agilité. Cher Nicolas, bienvenue à toi. Nicolas, on ne t'entend pas. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour le micro? Non, on ne t'entend pas, cher Nicolas. Je crois que malheureusement, c'est lié à ton device. Donc, on va devoir passer ta petite phase d'introduction. On est très triste, on va t'entendre. Mais peut-être ce qu'on fait, c'est qu'on peut te reprendre après. Je Évidemment. vais prendre le point. Manon m'a demandé d'être le backup Oh, si, salut, si bienvenue besoin. Marie, une autre membre du comité de la flaque de l'agilité. C'est ça l'agilité finalement, Marie, quoi. C'est d'être C'est ça, capable de réagir en fonction des imprévus. oui, Chère Marie, bienvenue. merci. Donc, la Fabrique de l'Agilité, c'est un réseau interentreprises qui existe, qui mêle autour des discussions aussi bien des chercheurs et des chercheuses que des RH, que des managers. Et l'idée, c'est de faire vraiment exister ces thèmes en différents aspects, typiquement en mettant en place des partages d'expériences pour s'inspirer et apprendre entre nous. On teste tous des choses différentes dans nos organisations et aussi, créer des ponts entre la recherche et la pratique. Aujourd'hui, on est convaincus à la Fabrique de l'Agilité que c'est bien, mais de pouvoir aussi le montrer à travers des recherches et de faire des comparatifs avec d'autres structures, ça apporte aussi des leviers pour avoir plus de poids dans ce qu'on avance et aussi, encourager plus d'entreprises à le faire et aussi de diffuser, des bonnes pratiques en organisant, des événements comme aujourd'hui qui sont ouverts, hem, à tout le monde. Et c'est donc une communauté d'entreprises. Il y a des membres dans toute la Suisse romande aujourd'hui et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rejoindre et je crois que Nicolas a réussi à nous rejoindre. En tout cas, on entend des sons. Donc Vous si Nicolas, entendez tu peux des prendre sons, la c'est suite. vrai? Oui, tu peux prendre la suite. Voilà, Ah, bienvenue, cher Nicolas. désolé, c'est les aléas du direct. Je viens d'arriver, je viens de me connecter. C'était un peu du last minute. Bon, merci en tout cas d'avoir pris comme ça à chaud la présentation de la fabrique. C'est vrai que outre cette présentation, vous voyez ici en fait sur le slide toutes les informations concernant la fabrique de l'agilité. Mais j'aimerais parler plus de mon expérience personnelle, c'est vrai, avec la fabrique. Hein. C'est vrai que j'étais comme beaucoup de responsables d'entreprise. Ça peut être des gens qui travaillent dans les ressources humaines, ça peut être des gens qui travaillent à la tête d'entreprises plus ou moins grandes. On est toujours bien seul finalement dans nos réflexions, face à nos réflexions, à quelle organisation on peut mettre en place, pourquoi, qu'est-ce qu'on recherche, quel est l'impact qu'on attend de ces organisations, etc. Et j'étais vraiment dans ces réflexions fin 2019, début 2020.
Et c'est là que la connexion s'est faite au travers de personnes. Et c'était une découverte incroyable pour moi parce que c'était vraiment la découverte d'un groupe de gens qui avaient ces mêmes réflexions, ce même travail, cette même ambition finalement, puis cette même conviction que l'agilité est un but en soi pour les organisations. On sortait de Covid, où on entrait, où on sortait, enfin on était dans le Covid en tout cas, et puis on était en mode de management de crise quelque part. Et dans le mode de management de crise, on est agile par nature quelque part, mais on prend des décisions qui sont parfois un peu dures. On est dans un mode qui est certainement pas pérenne. Et puis, ma réflexion, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on peut garder la bonne part du management de crise, garder la part agile du management de crise, mais en faire quelque chose de pérenne. Et c'était ça un petit peu une des clés de la réflexion. Donc, j'ai découvert un cercle de gens incroyables et un partage d'idées, une richesse de l'intelligence collective qui était complètement fou. La fabrique, c'est ça. Je trouve pour moi, ça a été vraiment ça. C'est cette découverte des entreprises qui sont réparties géographiquement de toute la Suisse romande, des entreprises qui sont de toutes les tailles, de tous les domaines d'activité. On s'enrichit, vraiment, on s'enrichit. J'étais plutôt dans le domaine, je parle avec mes pairs de l'industrie, moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc j'étais un petit peu dans ce domaine où on échange énormément avec nos pairs, mais quelque part, on est un peu dans le monde de la consanguinité au bout d'un moment. On a tous ces réflexions communes qui sont propres à la branche quelque part. Tandis qu'ici, j'ai découvert des beaucoup plus petites structures, des gens qui étaient beaucoup plus avancés que nous dans les réflexions, des gens qui étaient en retard, mais finalement chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est vraiment un réseau incroyable qui se concrétise, qui se matérialise, parce que ce n'est pas tout d'avoir un réseau puis parler, mais c'est aussi d'avoir un réseau pour avancer. Et là, avec des formats de webinars, avec des formats de conférences sur une journée, on a fait ça l'année dernière, c'était un moment d'échange incroyable, avec des formats de speed dating, enfin, il y a énormément de choses qui existent, c'est super dynamique. C'est un groupe qui est en train de grandir, de grandir, de grandir. Donc, voilà, c'est vraiment un groupe que je vous recommande. Rejoignez nos événements, rejoignez nos webinaires et surtout, rejoignez la Fabrique de l'Agilité. Vous avez toutes les informations ici. Vous n'allez pas être déçus et je me réjouis déjà de nos futurs échanges. Voilà ce que je voulais dire brièvement. Merci Jean-Nicolas. Merci pour tes mots de bienvenue. Puis je peux qu'abonder dans ce sens, c'est impressionnant. On est une centaine de connectés pour cet événement, une centaine à interagir et une centaine à se poser des questions finalement sur la rémunération et l'agilité. Alors, on voulait poser un petit peu le cadre avec un cadre un peu plus scientifique pour commencer. Donc, je vais donner la parole à Sina Borter et Mathias Rossi. Vous êtes tous les deux professeurs à l'HEG, HEIGVD et HEG Fribourg. Cher Silna, bienvenue. Alors, je vais passer les slides et cher Mathias également. Voilà, on vous voit, c'est parfait. J'imagine qu'on vous entend aussi. En tout cas, je l'espère. Je vous passe la parole pour poser ce contexte théorique. Juste après, on reviendra avec des exemples du terrain. Finalement, comment les organisations qui ont travaillé ces questions de rémunération, ont mis en place des pratiques et des bonnes pratiques à partager avec vous. Silna et Mathias, je vous laisse la parole. OK, je crois que c'est moi qui commence. Vous m'entendez? Parfaitement. Ça a l'air de fonctionner, très bien. Alors, peut-être quelques éléments de contexte pour vous rappeler peut-être comment est-ce qu'on est entré, Silna Borter, ma collègue que vous entendrez tout à l'heure et moi, dans cette question, dans cette problématique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation du travail, les organisations, la place de l'humain dans les organisations. Et donc, forcément, on s'est intéressé à ces nouvelles formes organisationnelles, entreprises agiles, entreprises libérées, etc. Et à partir de là, on s'est posé la question, mais finalement, la rémunération, les principes de rémunération, les systèmes de rémunération, comment est-ce qu'ils sont attaqués, comment ils sont approchés quand on cherche à remettre peut-être un petit peu en question un fonctionnement assez peut-être traditionnel de nos organisations. Et à partir de là, on a fait une série de constats que je vais partager avec vous, et ça sera le premier constat, le premier slide, voilà. On s'est rendu compte que finalement, la littérature professionnelle parle assez peu de rémunération, alors que, on le verra tout à l'heure dans les résultats, ça peut être vraiment un levier, un moteur de changement assez important. Et puis, on peut faire le même constat pour la littérature scientifique. On parle énormément de motivation, d'implication, de performance, de choses comme ça. Et finalement, la rémunération, la place de la rémunération, l'impact que peut avoir la rémunération sur tous ces éléments-là, c'est assez peu étudié.
Donc ça, c'était un peu notre premier constat. Deuxième constat, alors évidemment, on s'est beaucoup intéressé aux valeurs, hein, parce que c'est des éléments qui sont très, très présents dans ces nouvelles formes organisationnelles. Et on s'est rendu compte que si évidemment il y avait un lien entre les valeurs telles qu'elles sont proposées, telles qu'elles sont décrites, si on veut bien, et le système de rémunération, pour des valeurs finalement similaires ou identiques, il peut y avoir toute une série de traductions très différentes de la manière dont on met en place un système de rémunération. Et puis, un petit peu à la suite de ça, on s'est rendu compte que le système de rémunération, j'ai envie de dire, fait de la résistance, hein. On parle beaucoup de transparence dans ces nouvelles formes organisationnelles. C'est quelque chose c'est une valeur qui est assez présente, qui est assez partagée. Et puis, la rémunération, toujours, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu moins transparent. Là, quand on a fait nos interviews, là, je vous donne quelques verbatims. Très souvent, on nous disait « Ah oui, mais la rémunération, c'est différent. Ah non, mais la rémunération, c'est un petit peu compliqué. Non, mais la rémunération, il ne faut pas être trop transparent. » Et donc, on se pose un peu la question du pourquoi, et vous allez voir qu'on a quelques éléments de réponse. Et puis, un troisième constat qu'on peut faire, finalement, c'est que dès qu'on parle de rémunération, c'est générateur de tension. C'est générateur de tension parce qu'effectivement, vous avez quelques éléments là qui s'affichent. Hein. Équité interne versus équité externe. Lequel est-ce qu'on va privilégier quand on va chercher à remodeler notre système de rémunération? La participation, oui, c'est difficile, c'est lourd de participer. Là aussi, ça implique des prises de position et ce n'est pas toujours recherché ou accepté. Et puis finalement, la transparence, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est toujours très, très sensible. On ne sait pas trop comment prendre, comment empoigner cette question de la rémunération. Et donc finalement, c'est à partir de ces trois séries de constats qu'on a mené notre enquête, qu'on a fait toute une petite recherche. Et Silna va vous présenter maintenant les principaux résultats de notre travail. Alors, le point de départ pour mener cette enquête, c'est que, comme indiqué, on s'est aperçu que la littérature sur le sujet était très descriptive, qu'elle décrivait beaucoup les systèmes de rémunération en classifiant, d'où venaient les preuves, qu'est-ce qui faisait la composition de la rémunération. Et nous, vraiment, on s'est intéressé à qu'est-ce que signifiait, qu'est-ce que voulait dire le système de rémunération, qu'est-ce qu'il traduisait comme valeur. Alors pour mener notre enquête, alors évidemment, on est allé voir sur le terrain, des entretiens semi-directifs. Alors on a indiqué une vingtaine d'entreprises pour pas vous tromper sur la marchandise, mais en réalité, on est allé voir un petit peu plus de monde que ça. Et puis on s'est aussi basé sur les données qui étaient communiquées par les entreprises elles-mêmes. Certaines entreprises communiquent étonnamment volontiers sur leur système de rémunération et on s'est inspiré des quelques entreprises qui étaient donc d'accord de le faire pour voir qu'est-ce qu'elles disaient de leur système de rémunération et ce que ce système de rémunération traduisait. Alors, ça nous a permis d'identifier finalement, et c'est ce qu'on va voir à la slide suivante, d'identifier quels sont qu'est-ce qu'on peut mettre en relation dans le cadre de cette rémunération, qu'on ne sait pas simplement de décrire les choses? Quelles sont les valeurs qui sont les plus fréquemment évoquées? Alors, on a rendu les noms un petit peu plus opaques et puis un peu plus courts pour pouvoir les traiter. Donc, c'est ce que vous voyez dans la colonne de droite. Mais en laissant les entreprises librement s'exprimer sur ce qu'elles prenaient en compte dans le cadre de la rémunération, on s'est aperçu qu'il y avait finalement 3 familles de valeurs qui émergeaient. D'autres qui étaient plus éphémères, hein, des questions de progrès, par exemple, de mettre l'humain au centre. Il y a eu des préoccupations qui ont été soulignées à certains moments, mais qui ont un peu disparu par la suite ou qui ont été soulignées dans certains interviews, mais pas repris de manière plus généralisée dans d'autres. Donc, les 3 valeurs qui ressortent de manière constante et qui sous-tendent les réflexions sur la rémunération, c'est la participation, l'égalité et la transparence. Et on va voir à la slide suivante qu'on a pu leur donner un peu de substance. La transparence, c'est pas la transparence évidemment sur les montants des salaires respectifs, hein, puisque
on a été un peu surpris de découvrir que, dans les entreprises, c'était finalement une espèce de secret de polichinelle. Les gens, enfin, ça dans les verbatim, on a entendu, mais bon, finalement, moi, j'ai pas besoin de me préoccuper de transparence parce que au café, les gens qui ont envie de dire combien ils gagnent, ils le disent et puis, finalement, les gens savent, enfin, quand cette information peut être partagée, elle circule. Mais c'est plutôt l'accès au la connaissance des processus qui conduisent à la rémunération, puis savoir de quoi la rémunération est faite, comment est-ce qu'elle est construite. C'est plutôt ça qui a été défini comme, la transparence. L'équité, c'est une valeur qui nous a beaucoup intéressés parce qu'elle concerne à la fois l'équité interne, le lien entre les différents salaires de l'entreprise et puis leur pourquoi est-ce que certains sont plus payés que d'autres? En gros, qu'est-ce qui légitime finalement la différence et quelle peut être l'ampleur de cette différence? Mais il y avait aussi la question de l'équité externe qui est qu'on peut enfin, c'est difficile de payer, beaucoup moins une personne qui pourrait trouver un salaire plus, juste par rapport à son niveau de formation ou l'attractivité de son métier sur le marché. Donc ça, c'était vraiment un gros, champ de tension et ce qu'on a vu, enfin, ce qui rend cette valeur particulièrement intéressante, c'est qu'elle est aussi partagée avec des entreprises qui ont un système de rémunération plus traditionnel. C'est souvent la valeur que les systèmes de rémunération cherchent à traduire, quel que soit l'angle d'approche, qu'il soit agile ou pas. Et puis alors, ce qui faisait beaucoup de différence dans les systèmes de rémunération, mais qui était souhaité, c'était la notion de participation, de rendre ce processus ouvert à ce que, enfin, à ce que des personnes à l'interne de l'entreprise et qui ne font pas partie d'un board de direction puissent donner des indications, des signaux forts concernant la composition, la nature, le principe ou même le montant des rémunérations dans certaines entreprises. Alors on a essayé, et puis c'est ce qu'on va voir dans cette prochaine slide, peut-être un peu chargé visuellement, mais enfin l'idée c'est pas de s'attarder dessus. C'est simplement pour vous montrer le type de travail qu'on a effectué. Donc on a mis en relation les valeurs, à chaque fois qu'on pouvait, qu'elles étaient explicitées, on les a mises en relation avec le système de rémunération tel qu'il nous avait été décrit au moment où, on est allé voir les entreprises ou au moment où elles communiquaient. Alors on sait que c'est un processus qui a fait l'objet d'évolution. Donc même les données qu'on a essayé de mettre en rapport, elles sont fluctuantes parce qu'il y a des entreprises qui ont choisi des systèmes, par exemple des systèmes libérés qui sont revenus en arrière. Enfin, on sait que ça reste encore un peu mouvant, mais quand même, on a pu voir une espèce de tendance générale qui est qu'il y a certaines valeurs comme la transparence qui sont finalement plus difficiles à mettre en musique que d'autres, que la question de l'équité était une espèce de valeur refuge, qui permettait d'expliquer beaucoup dans les systèmes de rémunération et puis que la question de la participation trouvait des traductions qui étaient vraiment très différentes selon les entreprises et que c'était une des sources de fatigue finalement face à ce dispositif les plus récurrentes, face à la question de la rémunération. Et alors les points sur lesquels on aimerait, enfin on aimerait attirer votre attention, en tout cas ce qu'on ressort de cette étude et qu'on va voir, sur la slide suivante, c'est que ce qui pose le plus question, c'est vraiment cette, nature, justesse, justice de ce qui fonde la rémunération. C'est confortable de fonder une rémunération sur le profil, c'est beaucoup plus difficile de fonder une rémunération sur la compétence, sur la participation, sur le rôle et suivant l'accent qu'on met entre rôle et participation ou rôle et compétence, ça donne des systèmes de rémunération qui, se traduisent de manière très différente sur le terrain. Mais en tout cas, c'est souvent cette question-là qui amène les entreprises à se poser la question de changer leur système de rémunération parce qu'à un moment donné, ça n'est plus possible de rémunérer que le profil. Ce qui pose aussi beaucoup de questions, c'est la rémunération de la performance collective, enfin la prise en compte de la dimension collective du travail dans la rémunération. Parce que c'est plus facile d'isoler ou de justifier une rémunération par une performance individuelle. Dès qu'il s'agit de fonctionner dans un collectif, les entreprises sont moins armées pour, bah, déjà faire des évaluations du collectif, d'arriver à identifier le fonctionnement d'un être ensemble par rapport au fonctionnement d'une personne et
de tenir en compte de manière juste dans un système de rémunération. Il y a aussi les questions d'évaluation des parts variables. C'était un peu le degré qui permettait de proposer de la participation, d'avoir une part variable qui soit évaluée par des pairs ou une part variable qui soit évaluée par une direction ou ou par des personnes en particulier. Et puis alors, les parts variables évaluées par les pairs, nous, ce qu'on a observé, c'est que c'était rarement un système qui était annoncé comme étant entièrement satisfaisant. Quand c'est des pairs qui indiquent le montant, qui se répartissent une part variable, ça a souvent posé plus de problèmes que de solutions, bien que quelques exceptions existent toujours. Mais enfin, c'est ce qu'on a pu observer pour l'instant. Et là, une question qui a commencé à se poser, c'est est-ce que dans la rémunération, c'était intéressant d'avoir une participation ou non au capital de l'entreprise? Et puis, bah, vraiment, c'est une question qui devient enfin, qui est la question suivante quand on a prévu son système de rémunération, c'est, enfin, est-ce qu'on va inclure la participation jusqu'à une participation, au capital? Là aussi, les réponses sont assez diverses et puis on se réjouit d'entendre les vôtres. Donc en synthèse, les 2 leviers qui déterminent la rémunération, bah, c'est essentiellement le contenu objectif du travail et sa centralité par rapport à la stratégie de l'entreprise et les questions d'appréciation individuelle du travail. Est-ce que enfin, la prise en compte du fait de bien participer à l'entreprise ou moins bien participer à l'entreprise. Et tout ceci a donné des pratiques, qu'on observe avec beaucoup de plaisir. Il y en a un qui est annoncé, d'une entreprise particulièrement représentative pour son système de rémunération, mais on a vu d'autres pratiques et on sait que ça change au fil de vos expérimentations respectives. Donc, voilà, on se réjouit de vous entendre par rapport à ces éléments-là et bah, je vais repasser la parole à mon collègue pour, les quelques questions, constats qu'on a envie de vous adresser. Voilà, je réapparais, effectivement, merci Sylna. Donc effectivement, vous l'avez compris, hein, on s'est intéressé au comment finalement toute une série d'organisations, toute une série d'entreprises avaient cherché à modifier, à changer leur système de rémunération. Et puis là, ce qu'on voulait partager avec vous, ben, c'est quelques éléments de synthèse vraiment très, très empiriques hein, sur ce qu'on a pu constater. Alors, je commence par les bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement, il y a des effets positifs hein, quand on met en place un petit peu un changement dans ce domaine-là. On en a listé quelques-uns ici. Ben, vous le voyez, hein, large approbation du changement. Donc, les personnes dans l'organisation, dans l'entreprise, ben, approuvent plutôt le changement. On nous rapporte que les personnes sont plus impliquées, collaboratrices et collaborateurs sont plus impliqués. On nous dit aussi finalement que la performance n'est pas affectée négativement, voire même elle est plutôt positive. Hein. Ça a plutôt un impact positif sur la performance. Et puis, la question des valeurs, on en a parlé, ben voilà, ça renforce un petit peu les valeurs, ça met en cohésion les valeurs, ça diffuse un peu mieux les valeurs de l'entreprise. Et ça aussi, on l'a mentionné comme un effet positif. Et il y a aussi, par contre, et ça sera l'objet de la slide suivante, voilà, des effets qu'on a appelés ambigus, ben effectivement, des choses qui ne vont pas toutes seules quand on fait un de ces changements. Ben, premièrement, il y a toute la question, effectivement, des statuts, des salaires, ben, tous ces éléments-là sont un petit peu bouleversés, sont un petit peu modifiés, et ça engendre effectivement frustration et démission. Hein. Il y a des déçus du système, des personnes qui ne s'y font pas, qui trouvent qu'elles y perdent trop et qui quittent. Et ça, c'est un des éléments, effectivement, qui nous a souvent été rapporté, ben, finalement. Non, ça ne nous convient pas, il y a des personnes qui partent. Et deuxième élément, effectivement, qu'on a souvent entendu, ben voilà, ça risque d'en faire une question jamais épuisée. Effectivement, c'est complexe, c'est long à mettre en place, ça demande beaucoup de discussions et ben, très, très clairement, ça peut fatiguer, ça peut engendrer une certaine fatigue. On parle tout le temps de la même chose et on a de la peine à arriver à un système qui soit satisfaisant pour tout le monde. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés évoquées? Voilà, on les voit ici, effectivement. Quelles sont les difficultés évoquées? Et puis, ça, c'est un peu ce qu'on nous a rapporté pour dire, bah, finalement, non, on ne sait pas trop si on doit lancer quelque chose, si on doit lancer la réflexion. Ben, premièrement, qu'est-ce qu'on attend hein? Qu'est-ce qu'on attend d'un tel changement? Est-ce qu'on est vraiment on est dans une situation
qui ne peut pas durer, ou est-ce que finalement on projette quelque part une sorte de bénéfice qu'on aurait à modifier tout ça, et ça, ça freine un petit peu le départ. La question aussi de à qui profite le changement, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, il y aura forcément des personnes qui risquent de se retrouver déçues par le nouveau système, et il faut aussi se poser la question. La question du moment, quel est le bon moment pour lancer le processus? Et effectivement, très souvent, il faut être le nez dans le guidon, d'être un petit peu dans l'opérationnel. C'est très difficile de décider que maintenant, on est le moment. C'est le moment. Et puis, qui va être le moteur du changement, quel va être le leader pour initier, pour porter, si on veut bien, le changement. Intelligence collective, un certain nombre d'acteurs, lesquels, là aussi, ça fait de nouveau référence à la participation dont on a parlé tout à l'heure, et c'est des questions difficiles à résoudre, qui là aussi freinent un petit peu le processus. À la slide suivante, les deux slides suivantes, finalement, il y a une série de questions, voilà, qu'on doit résoudre quand on se lance dans une telle démarche. Finalement, la question, est-ce qu'on rémunère la performance? Est-ce qu'on rémunère le mérite? Donc, ces éléments-là doivent être clarifiés. Deuxième élément, effectivement, est-ce qu'on s'intéresse plutôt à la personne ou à l'activité? Là aussi, ça va impacter la manière dont vous allez construire votre système de rémunération. Équité interne ou externe, on en a parlé. Est-ce qu'on essaye d'être équitable au sein de notre entreprise, de notre organisation, ou est-ce que malgré tout, on essaye d'être équitable en ayant un regard sur l'extérieur? Alors là, effectivement, suivant les métiers, suivant les contextes, ça peut, la question doit se poser. La question de la performance versus la question de l'expérience, la question de la performance individuelle ou collective, tout ça, c'est des grandes questions de fond, finalement, auxquelles on doit s'attarder. Et puis, deuxième élément, là, c'est plutôt au niveau du processus de la mise en place. Voilà, est-ce qu'on va parler ouvertement de cette question? À quelle fréquence? Avec qui? Comment? Est-ce que c'est un sujet réservé aux personnes en charge des ressources humaines ou est-ce qu'on ouvre beaucoup plus la possibilité de participer? S'agit-il d'une question stratégique? Est-ce que c'est une affaire de paix? Voilà, de nouveau, qui est-ce qu'on doit impliquer? Qui est-ce qu'on va impliquer dans le processus? Avec chaque fois les pour et les contre. On a parlé de la difficulté que peut générer la participation, la lourdeur du processus. Donc, c'est des questions aussi à se poser. Et puis finalement, et ça sera un peu l'objet de la dernière slide, c'est quelques pistes qu'on peut proposer à partir de nos constats. Premièrement, effectivement, bien réfléchir en termes d'efficience. Qu'est-ce qu'on va investir en termes de temps, en termes de ressources et quels vont être les effets attendus. Voilà, de nouveau, pour ne pas se perdre dans un processus finalement qui n'en finit jamais. Approche itérative et incrémentale, oui, là aussi, on l'a dit, c'est des processus qui sont lourds. Il y a énormément de questions qui se posent et ça vaut la peine d'y aller petit à petit, pas par pas, step by step, si on veut bien. Et puis, pour finalement construire de manière incrémentale notre nouveau système de rémunération. Parler effectivement du sens, des valeurs, lier ça à la modification du système, on en a beaucoup parlé, mais effectivement, c'est quelque chose qui est important et qui facilite ensuite l'acceptation. Et finalement, s'appuyer sur l'expérience d'entreprises ayant déjà fait le pas. On en a rencontré certaines. C'est un petit peu aussi l'objet de notre projet de recherche, c'est d'avoir finalement un répertoire, un descriptif, des études de cas d'entreprises qui auraient fait le pas et qui auraient réussi. Et ça vaut vraiment la peine d'échanger et de s'inspirer de ce qui a été fait. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait vous présenter sur ces éléments de contexte théorique, cette recherche qu'on est en train de mener avec Silna sur ces nouvelles formes de rémunération. Merci beaucoup Mathias, merci cher Silna. C'est vrai que c'est passionnant, c'est passionnant. On se réjouit évidemment d'avoir des exemples concrets de ce que vous venez de poser. En tout cas, ce cadre est posé et on se réjouit de vous avoir tout à l'heure sur la table ronde. Restez avec nous. On vous voit tout à l'heure. À tout de suite. Et en plus, avec grand plaisir. Et vous êtes Swiss Timing en plus, puisqu'on commence le partage d'expérience à 9h00. Donc également, merci pour ça. À tout de suite. On accueille Stéphanie Dabrowski. Elle lead l'équipe talent chez Loico. L'équipe RH, si j'ai bien compris, chère Stéphanie. Bienvenue. Bienvenue avec nous. Et puis, on te passe la parole pour ton partage d'expérience. Alors, bonjour à toutes et à tous.
Peut-être pour faire le lien, c'est vrai qu'en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à l'expérience qu'on a à l'OICO, que c'est vraiment aussi quelque chose d'itératif, qu'on est encore dans le changement et puis qu'il faut aussi accompagner les équipes dans ce changement par rapport à aussi notre nouvelle organisation. Donc, je me permets déjà de présenter un petit peu l'OICO en bref, si vous ne connaissez pas du tout notre structure. Donc, cette année, on va avoir la chance de fêter nos 10 ans. Donc, on est quand même encore une jeune entreprise. Par contre, c'est vrai qu'on a une forte croissance qui est plutôt régulière maintenant, mais aujourd'hui, on est 130 collaboratrices et collaborateurs. Et puis, on est aussi sur 4 sites. Donc, Genève, où on est un peu plus que 60 collaborateurs. Lausanne, où on est bientôt 40 collaboratrices et collaborateurs. Sion, une vingtaine. Et puis à Zurich, 4 personnes. Donc, il y a aussi cette thématique cantonale, marché, et puis aussi le coût de la vie qui est différent selon les régions. Et puis, on est une organisation dite agile, sans hiérarchie. Finalement, on a créé vraiment un modèle qui nous correspondait. Et ce changement, on l'a opéré en 2018, donc maintenant, il y a 5 ans. Et clairement, la rémunération, la politique de rémunération, c'est quelque chose qui est venu très rapidement sur la table avec ce nouveau changement d'organisation. Tout en sachant qu'on l'a opéré au bout de 5 ans de vie. Et puis, qu'est-ce qui a vraiment fait l'ADN et qui fait aujourd'hui encore l'ADN de l'OICO, c'est vraiment nos valeurs qui ont été modifiées aussi l'année passée pour vraiment correspondre aussi à notre nouvelle croissance. Et nos valeurs sont la bienveillance, la confiance, l'exploration et l'enthousiasme. Et puis, l'élément effectivement confiance, dès le début, ça a été quelque chose de très important aussi pour nous, de dire finalement, il y a des personnes qui portent des rôles. Chez nous, la rémunération, c'est une thématique qui a été portée tout de suite dans la nouvelle organisation par le talent, donc les RH, en sachant que les RH chez nous, la raison d'être des RH, c'est vraiment de garantir, enfin d'essayer de garantir, en tout cas d'avoir l'intention de garantir le bien-être au sein des équipes et de finalement vraiment travailler dans ce sens-là pour faire en sorte de respecter aussi les besoins de chacun et chacune. Ensuite, je veux juste rapidement vous présenter aussi un défi ou un enjeu qui est important pour nous. On est dans beaucoup de domaines d'activité divers chez l'OICO, autant les assurances, beaucoup l'outsourcing RH, également le conseil RH, la comptabilité, la fiduciaire, la fiscalité, du risk management, aussi du conseil et de l'accompagner dans les marchés publics. On fait aussi aujourd'hui du conseil dans la stratégie de gouvernance. Et puis, on a également une agence de marketing et puis une équipe marketing. Ce qui fait qu'on a vraiment des métiers divers. Et je dirais que sur les 130 collaboratrices et 130 collaborateurs, on a tous en fait un background différent, en sachant que forcément avec la croissance, on a quand même des types de profils qui se correspondent, mais ce qui donne aussi un défi assez important aujourd'hui dans la thématique du jour sur la politique de rémunération. Donc, par rapport un peu les 3 thématiques, donc la participation, l'équité et la transparence, déjà, pour parler du processus qui est aussi ongoing, mais aujourd'hui, en tout cas sur l'exercice 2022, c'est celui-ci qui a été aussi décidé par l'équipe talent et puis aussi en discutant avec les coordinateurs qui ont le leadership d'équipe de comment définir la rémunération, puis aussi les changements de rémunération à opérer. Vraiment, l'important pour nous, c'était de vraiment pouvoir mettre en place un processus où on est à l'écoute de chaque LOICOME, donc aussi de régulièrement faire des cafés talents, pour déjà savoir comment le collaborateur et la collaboratrice se portent, mais aussi de pouvoir vraiment définir quelles sont les attentes au niveau de la rémunération et puis d'échanger là-dessus. Peut-être aussi pour la suite, donner aussi d'autres inputs, parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles on pense, puis peut-être pas, et puis de voir jusqu'où on peut accompagner, puis jusqu'où en fait on ne peut pas accompagner. Et puis après, cette rémunération, elle est revue par le rôle talent de chaque équipe opérationnelle avec le coordinateur qui est garant en fait, de la raison d'être d'équipe pour aussi harmoniser au sein de l'équipe pour pas créer d'inéquité au sein de l'équipe, en sachant ces 2 porteurs de rôle qui ont aussi l'historique de l'évolution depuis l'entrée de la collaboratrice ou du collaborateur. Puis après, on fait une revue globale par la coordinatrice talent aujourd'hui, c'est moi, et puis avec les différents talents pour vraiment faire une validation aussi transversale pour définir qu'il n'y ait pas d'inéquité transversale par équipe
sachant qu'on a vraiment aussi des métiers différents, qu'il y a différents critères, mais qui sont des critères objectifs. Et puis, il y a un quatrième point qu'on a souhaité et que potentiellement j'ai aussi souhaité introduire, c'est qu'on a aussi une commission externe, c'est des leucomates qui m'aident aussi à interroger le processus et puis à aussi avoir un peu un avocat du diable sur il y a des choses par rapport à nos décisions, d'avoir aussi un input externe. Donc, je reprends aussi un peu la présentation que vous avez eue avant, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer encore plus, avoir plus d'interaction aussi avec d'autres équipes. Ensuite, par rapport aux enjeux, je vous en dis quelques-uns, mais qu'on a replacé au moment où on a beaucoup discuté de la rémunération. C'est déjà, la rémunération, c'est forcément une forme de reconnaissance. Ce n'est pas la seule, mais c'est une forme de reconnaissance. Et il faut savoir que la perception, l'historique, le parcours de chaque individu, cette reconnaissance, elle est plus ou moins importante par rapport à la rémunération qui en est une. Ensuite, il y a la thématique de l'équité, parce que forcément, il y a aussi des expertises dont on a besoin par rapport au marché, par rapport au métier. On sert des clients, donc c'est notre vraiment. Donc, c'est important aussi d'avoir la bonne expertise au sein de l'organisation. Et on se doit aussi de garantir ça à nos clients. Donc, il y a vraiment aussi ce défi-là, d'avoir aussi les bonnes personnes avec la bonne expertise et les valeurs qui nous correspondent. Et puis aussi de définir une équité entre collègues et puis aussi de voir comment on peut finalement le fait de s'engager individuellement ou en équipe, comment on peut valoriser ce point. Et puis aussi, un des enjeux, c'est forcément chaque personne a un cycle de vie différent, on a des besoins différents, c'est de pouvoir s'adapter avec la rémunération par rapport à ce cycle de vie. Et il n'y a pas que la rémunération, je vous le dirai par la suite, mais c'est aussi une chose importante. Et puis pour l'ECO, pour nous, un de nos ADN, c'est vraiment garantir le bien-être des leucomates, de garantir que la politique de rémunération soit alignée à nos valeurs. C'est aussi d'avoir une excellente attraction des profils de l'externe, puis aussi de retenir les profils qu'on souhaite garder avec nous. Et puis également avoir une adéquation avec les objectifs de l'entreprise. La rentabilité, forcément aussi de notre entreprise, vu qu'on est une société anonyme, et puis également les lois. On a aussi un contexte légal où on doit aussi un petit peu, on doit respecter aussi ce contexte-là. Ensuite, pour parler de l'équité, donc ça, on a aussi posé en équipe talent, l'important aussi, c'était d'avoir une équité, une transparence sur les critères et le processus. Alors, au sein de l'équipe, le processus, il est clairement défini, les critères aussi. Aujourd'hui, l'étape d'après, ce sera vraiment de mettre ça noir sur blanc pour que tous les leucomates soient aussi vraiment au courant des différents critères, le processus, et puis d'avoir clairement la grille par métier. C'est aussi l'alignement aux valeurs et au modèle organisationnel. C'est très important pour nous que notre politique corresponde à cela. Puis aussi garantir une équité à l'engagement des nouveaux leucomates selon la grille d'équipe et ses critères objectifs. Donc, pour ne pas le citer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation au moment de l'entrée du leucomate. Si on ne peut pas matcher, on va aller à la recherche d'un autre profil. Aussi une évaluation qui est aujourd'hui encore fondée sur les responsabilités et les rôles métiers, donc l'expertise métier, comme ça on reste quand même aussi sur les critères objectifs pour aussi garantir cette équité. Il y a aussi un ratio entre le plus bas et le plus haut salaire, et ça c'est aussi essentiel pour que c'est clairement, nous sommes tous au courant de quel est le plus bas et le plus haut salaire, et puis de garder ce cadre-là pour pas qu'il y ait d'inéquité à ce niveau-là. Et puis une des choses que vous avez citées auparavant, on a je dirais que c'est une chance, on a tous accès à l'actionnariat, on va encore la faciliter plus, ce qui permet aussi à chaque leucomate, à l'actionnariat, en fait, on discute et on décide aussi de la stratégie de l'entreprise. Et là, vraiment, il y a une participation aussi à la réussite et au succès de l'entreprise par aussi une distribution des dividendes. Et puis, forcément, l'équité femmes-hommes, je pense que vous l'avez peut-être aussi entendu, pour nous est forcément essentielle. Mais ce que j'ai envie de dire avec le changement d'organisation, on s'engage aussi à garantir plus de prise de responsabilité aux conditions cadres, pour la prise de responsabilité pour les femmes dans des postes et des rôles à haute responsabilité. C'est une chose d'avoir une équité homme-femme, mais il faut aussi donner l'opportunité aux femmes de prendre des responsabilités, et ça nous tient très à cœur.
je vais un petit peu accélérer, parce que je vois que le temps, il file. Peut-être par rapport à la transparence, la politique a vraiment été aussi développée de manière participative avec l'équipe talent. La transparence, c'est un peu ongoing, hein, ça n'a pas été forcément désiré de manière uniforme par les équipes. Donc, en fait, on donne de plus en plus de transparence sur les échelles, le processus, et puis surtout, on veut que les gens ils se questionnent et ils n'hésitent pas à en parler aussi entre nous. Donc, il y a encore vraiment aussi un travail à faire par rapport à ça. Et puis, aussi que l'autorité finale par rapport au choix des rémunérations dans les équipes, c'est vraiment au sein des équipes par le rôle talent. Et puis, pour l'avenir, ça c'est la slide suivante, qu'est-ce que je voulais juste encore dire, c'est que aujourd'hui, on veut aussi garantir, s'il y a un changement de rôle ou de site, si on passe de Zurich à Sion, de pouvoir garantir aussi les conditions cadres et comment on adresse ça. Et puis également, nous, on travaille aussi beaucoup maintenant sur la rémunération, mais versus les bénéfices, parce que, comme je l'ai dit précédemment, les besoins des collaborateurs évoluent. Et puis, des fois, on aura plus envie d'avoir plus de vacances, plus de formation, plus accès à l'actionnariat, puis de vraiment granulariser ça. Et aussi avec les besoins aussi, par rapport aux différentes générations qui arrivent, on sait que potentiellement la rémunération, c'est une thématique, mais on va aussi pouvoir financer d'autres types de bénéfices, et puis aussi des bénéfices durables. Voilà, je m'arrête là, même si je pourrais encore beaucoup en parler. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Stéphanie pour le partage. On se réjouit de te revoir tout à l'heure pour la table ronde. Avant d'accueillir Nicole Bardet, Nicole, je te propose de venir avec nous et d'activer ta caméra et ton micro. Je vous rappelle, et vous êtes déjà nombreux, hein, puisqu'il y a déjà 8 questions qui ont été posées, dont 5 ont trouvé réponse. Hein. Stéphanie, tu as 3 questions qui t'attendent. Maintenant que tu peux déjà prendre un petit peu de temps pour boire un café, puis après te mettre sur tes réponses. Mais n'hésitez pas à utiliser une nouvelle fois le Q&A pour qu'on ait un maximum de questions et qu'on puisse vous donner un maximum de contenu. Voilà, pour le rappel, Nicole, bienvenue. Tu es membre de la direction générale de la Banque Alternative Suisse. L'agilité dans le domaine bancaire, c'est un de tes gros challenges, totalement réussi, partiellement réussi, lié avec la rémunération. On se réjouit que tu nous en parles, chère Nicole. Bienvenue, la parole est à toi. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, tu peux passer direct la slide suivante. Ça, c'est la petite page de Banque Alternative. Je vais présenter brièvement la banque, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce sujet, je vous encourage à aller sur notre site Internet. Nous existons depuis 33 ans et on s'est vraiment créé. Ce qui nous a poussé à nous créer, c'est toujours les scandales financiers dans les autres banques. Donc, et pourquoi je dis ça maintenant? C'est parce que le système salarial qu'on a, il est aussi expliqué en partie par ça, en fait. Donc, très tôt, on a dit ce qu'on ne voulait pas. Et puis, on ne voulait pas typiquement des bonus ou des grosses négociations à l'embauche, comme ça peut se faire ou comme ça se faisait peut-être. Je sais que les banques, elles évoluent aussi par rapport à ça. Mais dans le passé, c'était quand même très, très différent avec des grosses différences salariales. Donc, pour nous, dès le départ, et c'est aussi notre milieu qui a créé la banque, le personnel est très important dans toutes les prises de décision. Aujourd'hui, on va s'axer beaucoup sur la partie salariale, mais en général, même sur les décisions stratégiques, le personnel a son mot à dire. Et puis, c'est quelque chose, une fierté aussi pour nous de pouvoir toujours dire qu'on a des conditions salariales progressistes. Ça veut dire quoi, finalement, impliquer le personnel dans les décisions de l'entreprise et de la rémunération? Bon, déjà, depuis le début, et c'est pour ça que je trouve qu'on a un terreau très intéressant à la Banque Alternative pour l'agilité, c'est que depuis le début, on a un style on n'a pas beaucoup de niveau hiérarchique et puis un style de conduite d'égal à égal. On a cette politique d'information qui est transparente. Donc, pour nous, c'est une grande valeur, la transparence. Ça veut dire, par exemple, que tous les procès-verbaux à l'interne, que ce soit de la direction, du conseil d'administration, sont accessibles au personnel. Et ça a aussi une application, bien sûr, sur la transparence salariale. En fait, nous, on a décidé dès le début qu'on allait être transparent et aujourd'hui, dans notre intranet, chacun peut aller voir ce que gagne son collègue. On est vraiment transparent
Et on peut voir aussi à quel pourcentage il travaille et qu'est-ce qu'il a droit, peut-être s'il a des enfants encore en plus. Donc, c'est très précis. Par rapport à la charte de la participation, ça c'était mis par écrit pour expliquer aussi aux personnes qui arrivent dans la box ce que ça veut dire. Et c'est surtout par rapport à l'association du personnel que nous avons, qui finalement est représentatif de tous les lieux où la banque est active et aussi de tous les métiers. Donc, cette association du personnel, son ou sa présidente siège au conseil d'administration et c'est finalement comme ça qu'on assure la participation aux décisions stratégiques en ayant quelqu'un au conseil qui participe et qui entend tout ce qui se passe à ce niveau-là. Tu peux passer à la slide suivante. Ça a été dit aussi précédemment par Stéphanie, c'est que finalement, un système salarial, pour moi, il va au-delà de combien je reçois à la fin du mois, mais c'est aussi tout ce qui va autour. Donc, nous, déjà, pour qu'il soit transparent, il doit être explicable. Et donc, on a fait un système basé sur la fonction, donc sur le métier. Et puis, à chaque fois qu'on a une évolution dans un métier ou une progression, on a un comité qui se réunit et qui donne des points pour cette fonction. Et là aussi, on a un représentant du personnel. Ce qui veut dire, pour nous aussi, il n'y a pas de négociation salariale à l'engagement, puisqu'on va dire, tu vas occuper telle fonction, par exemple, conseiller clientèle, tu vas faire du guichet, donc ça sera ça ton salaire. La seule chose qui évolue un peu, qui permet d'évoluer, c'est l'âge, donc l'expérience. Mais disons, âge, expérience ou homme-femme, on arrivera à des mêmes résultats où qu'on soit dans la banque. La transparence, je l'ai dit, mais ça veut dire aussi la direction. Nos salaires sont publiés dans notre rapport annuel pour les membres de la direction, pas les collaborateurs, mais pour les membres de la direction. Mais ça depuis tout le temps. On a aussi quand même une prime d'équipe, même si on a dit qu'on n'aurait pas de bonus. Simplement, voilà, c'est aussi une manière pour les collaborateurs, collaboratrices de participer aux résultats de la banque. Et on a décidé que c'était cette fameuse association du personnel qui décidait de la manière dont était décidée cette prime. Et ils ont décidé une manière qui est faite maintenant depuis des années, mais ils auraient toute liberté de changer la manière dont est distribuée cette enveloppe globale auprès du personnel. Nous avons aussi fixé un écart salarial maximum qui est selon nos statuts de 1 à 5 et en réalité, on est plutôt à 1 à 3,2, donc encore bien en dessous pour l'instant. Voilà, je pense que tu peux passer à la suite. Et puis là, c'est plutôt un peu par rapport à ce qui a été dit. Donc, nous avons un terreau fertile aujourd'hui pour faire évoluer notre organisation. Nous sommes quand même dans une banque. Les banques, elles ont un cadre peut-être plus rigide et aussi une manière des fois où on veut que les choses soient claires, que le chef lui dise ce qu'il faut faire et que ça ne soit pas discuté. Et chez nous, on a vu qu'on a cette volonté de participation. Et puis, on veut maintenant aller vers un système aussi d'organisation en cercle. On est en phase transitoire et se pose toute cette question de comment faire évoluer notre système de salaire. Puisque aujourd'hui, dans notre système qui est là, un chef, donc celui qui va prendre plus de responsabilités dans une équipe, aura un salaire plus élevé. Et quand on commence à parler de gouvernance partagée, c'est plus si clair que c'est le chef qui a plus de responsabilités et qui décide et qui donc a plus de salaire. Donc nous, on est en train de faire évoluer ça et je pense que vous pouvez vous imaginer, mais ça crée pas mal de turbulences auprès des gens qui ont ces postes-là. Et pour moi, c'est de trouver une manière qui soit juste, de faire évoluer notre organisation, de ne pas perdre ces personnes parce qu'on apprécie leur travail, mais de les accompagner dans le fait de peut-être lâcher prise sur certaines choses qu'elles faisaient en tant que chef, qu'elles vont partager et dans quelle mesure ça a une application ensuite sur le salaire. Cette délégation de décision et de compétences, voilà, c'est exactement ça finalement. Qu'est-ce que ça influence sur la rémunération et peut-être aussi, je pense dans une situation d'abondance où on a beaucoup à donner, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut se dire, on donne plus de salaire à tout le monde.
On n'était pas forcément dans cette situation ces dernières années avec le milieu bancaire fortement sous pression avec les taux d'intérêt très, très bas. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une contrainte finalement de ne pas pouvoir simplement donner plus à tout le monde, mais aussi de voir en fonction de ce que les personnes auront comme futur rôle, quelle est la rémunération qui semble juste pour l'organisation. Et puis ça, c'est pour moi aujourd'hui plutôt une question parce que ça crée beaucoup d'incertitudes quand on commence à parler d'agilité en lien avec le salaire et aussi pour des raisons, je pense, d'organisation pour moi, de ne pas avoir une espèce de, je dis des fois, la foire au rôle où les gens veulent un rôle supplémentaire parce qu'ils auraient 200 francs de plus par mois. Pour moi, ça, c'est un défi aujourd'hui de ne pas aller là-dedans, de trouver un système où je peux m'appuyer pour que ça donne quand même une certaine stabilité, mais dans le sens sécurité pour le collaborateur. Et je terminerai avec ça. On a un bon début de solution puisque notre système actuel, il est explicable, même si parfois pour un nouveau collaborateur semble compliqué, mais il est explicable parce qu'on a ces points qui définissent en termes de charge de travail, de prise de responsabilité. Et j'ai bon espoir que c'est ce système-là. Ceux qui connaissent, c'est Abacaba, c'est un nom un peu barbare, mais c'est des Bernois qui ont développé ça et plusieurs entreprises l'utilisent. J'ai vraiment espoir qu'on puisse le faire évoluer pour qu'ils tiennent compte de notre nouvelle réalité par rapport à notre gouvernance partagée qu'on met gentiment en place. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, merci chère Nicole. Passionnant évidemment, comme vous avez réussi à tellement dans ce monde bancaire qu'on considère souvent assez figé, comme vous avez réussi à mettre en place un système transparent dans lequel les gens sont impliqués, avec une transparence du coup radicale, totale, tu l'as dit, puisqu'on peut aller consulter le salaire de chacun. Je crois que beaucoup d'entreprises ne sont pas allées si loin. On se réjouit d'en parler avec toi à la table ronde tout à l'heure, chère Nicole. Merci en tout cas beaucoup pour ton témoignage. Alors, on accueille déjà le dernier témoignage, Jean-Marc Philisdorf, il est directeur chez Gamadia dans le domaine IT. Cher Jean-Marc, bienvenue. On se réjouit évidemment d'entendre aussi ton témoignage sur ce système de rémunération en monde agile. La parole est à toi. Merci Christophe, bonjour tout le monde. Tu peux vite sauter, je crois, les deux. Oui, la slide encore suivante. Voilà, quelques mots pour placer un petit peu le décor et puis vous dire où on en est dans la société. Donc, la société existe depuis longtemps. On est une quarantaine de personnes aujourd'hui. On fait tout à Lausanne, on est tous basés à Lausanne, parfois dans nos salons lorsqu'on est en télétravail, mais on n'a pas d'équipe à l'autre bout du monde. Et puis, on crée 3 applications web. Tu peux sauter déjà à la suivante. Donc, c'est 3 applications qu'on crée, qu'on développe et qu'on distribue. Typique est la plus connue, qui est un portail RH et gestion du temps, tourné vers les nouvelles manières de travailler aussi, avec des gestions de télétravail, avec les taux flexibles, etc. etc. Donc ça, c'est tourné, destiné aux PME en Suisse romande et de plus en plus côté Suisse alémanique. On a ensuite 2 autres applications dans le monde du social, le DSI qui est une application pour les institutions sociales et Mooncare qui est l'application utilisée par à peu près toutes les sages-femmes en Suisse. Donc, notre métier, c'est de créer ces applications. On est agile depuis une douzaine d'années, en cercle depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, on a une structure qui est très plate, avec des gens qui sont très autonomes, très responsabilisés. On veut que les gens puissent prendre leurs responsabilités, on leur donne des responsabilités, on veut qu'ils en prennent. Donc, ça influence aussi nos réflexions autour de la rémunération. On n'est pas en holacratie. On n'a pas l'intention d'y aller, c'est pas le but, mais on pioche à gauche, à droite des idées et les cercles est un axe de l'holacratie et ça nous semble tout à fait pertinent. L'agilité chez nous, c'est un état d'esprit, c'est pas seulement dans les équipes de dev, mais c'est vraiment toute la société qui a cet état d'esprit sur l'agilité. La rémunération, c'est effectivement un thème chaud, un thème sensible, clairement. Pour moi, c'est un de ces thèmes où on n'a pas le droit de faire faux.
mais on ne peut pas faire complètement juste non plus. Donc, il y a une sorte de système à trouver qui soit correct le plus possible. Chez nous, on est basé sur des salaires fixes. Il y a peu ou pas de primes. Et puis, on est sur une base d'augmentation annuelle qui fait que les salaires doivent évoluer et atteindre l'équité dont je vais vous parler après. Donc, sur les 3 aspects, participatif, équité et transparence, si on commence par le participatif, depuis qu'on a introduit les cercles, ça nous a poussé à rendre la partie rémunération plus participative, encore plus participative qu'elle ne l'était avant. Aujourd'hui, les coordinateurs, qui sont les personnes en charge d'organiser, de fluidifier un cercle, un groupe de personnes chez nous, ces coordinateurs ont aujourd'hui la vue complète des salaires. Ils ont une influence sur les salaires dans leur équipe pour justement tendre vers une évolution qui soit saine, équitable, etc. Donc, ils ont leur mot à dire là-dessus. Les employés, eux, ont un mot à dire lorsqu'on recrute. On a toujours une fourchette de salaire au moment du recrutement. Et puis, lorsqu'on fait l'immersion, qui est une journée avec le candidat, on va inclure l'équipe avec qui le candidat va travailler par la suite. Et puis, cette équipe, ces différentes personnes vont pouvoir s'exprimer sur où est-ce qu'on doit placer le curseur dans la fourchette. Ils n'ont pas la vue sur la fourchette, mais ils savent très bien si c'est quelqu'un qui nous intéresse beaucoup, on va tirer vers le haut, ou moins parce qu'on prend quelqu'un de plus junior, etc. Donc, ils ont leur mot à dire là-dessus aussi. Et puis, pour l'anecdote, on a fait il y a quelques mois un atelier où chaque personne dans l'entreprise, par petit groupe de 6, a pu s'exprimer sur les conditions de travail. On leur a demandé quelles étaient leurs attentes pour continuer à faire évoluer les conditions de travail. Alors, il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Le salaire est sorti comme une des premiers éléments, un peu comme attendu. Mais il y a aussi d'autres choses qui étaient très intéressantes, liées à la nourriture, par exemple, à la mobilité. Enfin, on a eu quelques surprises assez intéressantes. Et la transparence des salaires est aussi sortie, mais beaucoup plus faiblement que ce que j'avais imaginé. Et puis en questionnant, c'était plutôt pour des questions de curiosité qu'avec un vrai besoin là derrière. Je reviens sur la transparence après. Côté équité, ça c'est effectivement une valeur qui est importante pour nous. On veut que nos salaires, ce qu'on offre à nos équipes, à nos personnes qui sont chez nous, soient le plus équitable possible. Lorsqu'on engage, on va regarder beaucoup l'expérience et les compétences lors de la journée d'immersion. Ça aura une influence. On regardera aussi dans une moindre mesure la formation. Et puis, lors de la vie du collaborateur dans l'entreprise, eh bien, les compétences, l'engagement de la personne par rapport à l'entreprise et, dans une moindre mesure, l'ancienneté joue un rôle aussi sur l'évolution des salaires. Il y a un certain nombre de critères qui ne jouent aucun rôle, qu'on neutralise complètement, qui sont ceux-ci et d'autres, qui ne doivent rien avoir à faire là au milieu. Donc, mais par contre, le reste est important. Et puis, pour terminer, la transparence. Donc, on n'a pas de transparence. Donc, je vous ai dit avant, les coordinateurs ont une vue sur les salaires et une influence sur les salaires, mais à part ça, on n'a pas de transparence ni sur la totalité des salaires, ni l'intention de mettre une grille. Ça nous semble être un peu contraire à une certaine agilité. Pour moi, le risque est trop important. Un salaire, ce n'est pas un outil de motivation, c'est plutôt un outil de démotivation. Donc le risque est élevé. Si je gagne 100 francs de plus que quelqu'un qui fait à peu près le même métier que moi, ça ne me fera ni chaud ni froid. Par contre, si je gagne 100 francs de moins, je vais l'avoir en travers de la gorge pendant longtemps. Donc, il faut qu'on évite, à mon avis, des situations de ce type-là. Je vous donne deux exemples qu'on a vécu concrets. Je vous ai parlé de cette fourchette à l'engagement. On a eu un candidat, une personne qui était particulièrement intéressant, et puis on a décidé de ne pas respecter la fourchette et de l'engager à un niveau plus élevé que ce qu'on avait prévu. Si on avait dû communiquer ça en interne à ce moment-là, on aurait eu de la peine. Ceux qui ont participé voulaient cette personne, ils ont insisté pour qu'on engage cette personne, mais on n'a pas ouvertement communiqué qu'on était légèrement au-dessus de la fourchette. Par contre, à la prochaine
réévaluation des salaires de l'équipe, les coordinateurs ont bien insisté que cette anomalie soit corrigée, donc ça a tiré vers le haut les salaires du reste de l'équipe et on est retombé sur une équité, donc c'était aussi à leur avantage. Et si ça avait été communiqué de manière transparente, ça aurait été compliqué. Et puis un autre exemple qui me vient à l'esprit sur où la transparence m'aurait posé des problèmes, c'est un jour on a engagé 2 personnes en même temps. Et puis, on avait une personne assez humble, pour qui c'était parmi ses premiers jobs, peu d'expérience, peu de conscience de ses valeurs. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience et très sûr de lui, très fier de ses compétences. Et puis, on a besoin de ces 2 personnes. On les a engagées dans les opposés de la fourchette, un très haut et l'autre très bas dans la fourchette. La fourchette pas si grande, mais dans les extrêmes de la fourchette. Et puis, quelques jours plus tard, dès qu'ils ont commencé, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait. La personne qui était sur le bas de la fourchette était particulièrement performante. Et puis on avait démarré faux. Là aussi, si on avait eu de la transparence, ça aurait été compliqué à expliquer. Il a fallu corriger ça petit à petit pour retrouver une équité. Aujourd'hui, le ratio s'est inversé et puis les 2 personnes sont toujours chez nous, très contentes et très bien. Donc on s'est évité des vagues qui n'auraient pas été nécessaires à mon avis. Donc, pas de transparence prévue pour nous pour l'instant. Mais on écoute quand même ce qui se passe toujours sur le marché. Et puis pour terminer, notre prochain challenge, notre point de difficulté, c'est la communication des augmentations. On a un modèle qu'on a changé il y a 3 ans. Avant, on avait une sorte d'évaluation annuelle assez classique où on mélangeait un peu les genres avec analyse des performances ou des objectifs atteints ou pas atteints de la période précédente, placer les objectifs pour la suivante, une session de feedback à la personne, plus une discussion autour de l'augmentation, ce qui faisait un mélange des genres qui était insupportable et pour les collaborateurs et pour nous. Donc, on a éclaté ça il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Les évaluations se font par les pairs et puis les objectifs sont maintenant des OKR, c'est des objectifs d'équipe, beaucoup moins, presque plus d'objectifs personnels et c'est les équipes elles-mêmes qui placent leurs objectifs. Donc là, on a complètement changé de paradigme et puis il nous reste justement la communication des augmentations, de savoir comment est-ce qu'il y a une négociation pas, enfin on se pose des questions là autour. Et l'autre élément, c'est ce qui a déjà été cité aussi, c'est comment on fait évoluer. Est-ce qu'on fait évoluer le salaire de quelqu'un qui change de rôle dans notre organisation et qui prend ou lâche un rôle de coordinateur, par exemple? Ça aussi, c'est des questions qui ne sont pas encore réglées pour nous pour l'instant. Je crois que j'ai terminé. C'est le cas apparemment. Merci beaucoup, cher Jean-Marc. Merci pour ces partages hyper riches. Oui, il y a plein de mots, je pense, qui résonnent dans la tête de plein de monde, évidemment, qui se battent avec ces questions de transparence et ces questions d'équité de rémunération. En tout cas, merci évidemment pour ton partage. On va passer à la phase table ronde. Donc, je vais demander à nos différents intervenants de revenir. Il est 9h33, on a même 1 minute d'avance à table ronde. Vous avez vraiment été parfaits, les intervenants. C'est vraiment Swiss timing. Juste cette petite slide pour vous rappeler que vous pouvez continuer à poser vos questions. Hein. Donc, il y a déjà 13 questions qui ont trouvé réponse. Donc, on vous mettra évidemment dans une petite synthèse, et c'est mentionné ici, qui vous sera transmise après le webinaire. Il y a encore 3 questions ouvertes. Hein. Donc, je vais peut-être en prendre encore 1 ou 2 ici. Et n'hésitez pas, pendant le déroulement de la table ronde, de continuer à vous poser vos questions. Puis, en fonction évidemment des possibilités et du temps, eh bien, je les prendrai avec grand plaisir. Voilà. On va arrêter le partage d'écran, comme ça vous voyez toute cette belle équipe en mosaïque. Jean-Marc, je te propose de tout de suite revenir avec nous, si tu es d'accord. Voilà, welcome back. Voilà, merci beaucoup pour vos présentations. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir et c'est vrai que c'est une thématique qui est cruciale, qui est souvent difficile finalement à concilier avec ce monde de l'agilité. Je crois qu'on a réussi à le percevoir dans vos différentes présentations. Et puis, vu que Silna et Mathias ont été excellents dans le fait de poser finalement, de structurer ces différents enjeux. Je vais un petit peu les reprendre comme ça, parce que ça a été le fil rouge de la présentation. D'abord, cette question de transparence.
Alors ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui pose problème. Petite anecdote, je crois, chez Loïco, on est tout au début, même avant qu'on mette en place notre modèle loïcocratique, on a fait une espèce de mail à tout le monde en disant « Ah, mais est-ce que vous seriez d'accord que tous les salaires soient transparents ?» On a reçu pas mal de mails en retour en disant « Ouais, mais bon, alors vous êtes sûr ?» Et, puis et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que Stéphanie l'a dit, en tout cas, chez Loïco, il n'y a pas de transparence totale des salaires. Jean-Marc l'a dit aussi, hein, c'est pas le cas chez toi, c'est pas souhaité. Là-bas, ça a été au bout. Hein. Là-bas, finalement, je crois que c'est un des seuls, enfin, c'est le seul panéliste, c'est l'entreprise représentée qui était vraiment au bout avec cette transparence des salaires. J'aimerais juste vous entendre finalement sur les freins. Nicole, peut-être d'abord toi, puisque vous êtes allé au bout. Quels sont les éléments lorsque vous avez mis en place cette transparence? Je ne sais pas si elle est directement liée, peut-être ça m'a échappé dans ta présentation, à la mise en place du modèle agile, hein, ou c'est quelque chose qui était avant. Peut-être c'est ça la clé finalement. Je te laisse prendre la parole du coup. Mais je crois que c'est exactement ça, Christophe. C'est qu'en fait, la transparence, elle était avant que j'arrive. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à la banque. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas quand ça a été mis en place. J'irai demander à mon collègue, mais c'est pour ça que je dis, on part d'une certaine base. Et je pense aujourd'hui, je serais dans les mêmes questionnements que les autres panélistes si je devais la mettre en place. Moi, j'ai cette chance qu'elle est là. C'est un acquis, c'est accepté. J'ai même été interroger une fois les gens pour dire, mais vous trouvez que c'est bien ou que c'est pas bien? Puis beaucoup ont dit non, mais c'est super parce que ça règle cette problématique de l'autre gagne plus, l'autre gagne moins, et puis tu as combien? Puis... Et surtout, je crois que chez nous, c'est aussi une valeur forte, cette cohérence. À l'engagement, on dit c'est transparent, on est une banque transparente, on donne des exemples, on donne l'exemple du salaire. Les gens sont engagés, ils vont sur l'intranet, ils regardent la fiche Excel, ils disent ah ouais, c'est vrai ce qu'ils disaient. Donc pour nous, c'est un côté positif. Après, il y a aussi parfois des écarts. Et je crois que c'était cette discussion. Quand on a un chef de groupe et puis qu'on lui dit, bah, tu ne seras plus chef de groupe, comment on fait? Mais on a un processus. On dit, bah, dans les 2 ans, on va baisser ton salaire. On essaie vraiment là d'être le plus juste. Mais je crois qu'on doit aussi tous accepter, c'est que le système salarial parfait, il n'existe pas. Donc, on doit en créer un avec lequel on peut vivre. Mais la perfection, ça, on ne l'atteindra à mon avis jamais. Oui, je crois que c'est clair, c'est un peu la voie de la sagesse, on l'a vu. Hein. Stéphanie, sur ces questions de transparence, aujourd'hui, l'OICO, il n'y est pas complètement. Finalement, il y a une grille d'ailleurs qui est en train d'évoluer. Quels sont finalement les freins que toi, tu vois ou que tu perçois? Je pense au début vraiment du changement organisationnel, on a constitué cette équipe talent qui est finalement une équipe constituée de certains qui ont une expertise RH, d'autres pas. Enfin, chacun avait un peu une expertise vraiment métier. Et du coup, la perception et l'envie étaient différentes. Et dans un premier temps, moi, j'étais vraiment plus aussi au sein de l'entreprise là pour harmoniser, faire en sorte que cette transition se passe bien, puis qu'il y avait une maturité qui était potentiellement pas là. Mais je dirais aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'échelle, finalement, une fois qu'on va publier, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je pense que ça va résoudre déjà pas mal de questions. Et puis, il y avait aussi, on n'était pas prêt à justifier, tandis que là, on a vraiment fait un travail sur les critères objectifs, subjectifs, aussi tout l'historique qu'il fallait un peu reprendre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment publier individuellement le salaire de chacun? Est-ce que ça amène vraiment quelque chose? Et là, je remercie aussi Jean-Marc pour l'exemple du pourquoi les 100 francs de différence. Puis en fait, peut-être à un moment donné, on n'a pas inscrit le pourquoi il y avait un 100 francs de différence, puis que ça crée finalement plus de frustration. Mais par contre, d'être très clair sur l'échelle et surtout qu'il y a pas de négociation à l'entrée. Aujourd'hui, on a une maturité où je pense qu'on va encore pouvoir faire un step de plus. C'est intéressant, tu disais peut-être aussi en termes de lesson learned, c'est de dire, tiens, ça dépend aussi d'où on est dans le process d'harmonisation. En l'occurrence, là, il y avait eu un blocage parce qu'on considérait que forcément les salaires n'étaient pas tellement harmonisés. Mais le fait de tendre cette harmonisation permet potentiellement évidemment un peu plus l'ouverture, qu'elle soit au salaire individuel ou bien sous forme de fourchette. Carole pose la question, est-ce que les fourchettes finalement sont connues des collaborateurs à la banque? C'est pas les fourchettes, c'est évidemment tout le salaire intégral. Stéphanie, chez Loïco, c'est toi qui évoque les fourchettes, puis Carole rebondit dessus. Du coup.
Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, et les coordinateurs et les rôles talents, ça fait déjà une trentaine de personnes qui sont impliquées. Après, ouais, j'ai un peu, au moment de la première présentation, quand j'entendais Silna et Mathias, je me suis dit, ouh, ouais, effectivement, la discussion de café, mais malgré tout, c'est ce que je dis, si vous voulez parler de vos salaires au café, moi, ça m'est vraiment égal. Après, c'est clair, il y a toute cette explication qu'il faut donner derrière, hein, et on a vraiment aujourd'hui aussi plus de personnes qui viennent aussi nous dire, mais là, mais pourquoi? Et puis après, on peut expliciter. Puis ça, c'est aussi du temps engagé pour comprendre, pour expliquer. Et voilà, mais je pense vraiment, l'idée, c'est quand même d'aller vers cette harmonisation. Maintenant, la transparence totale par individu à voir, mais en tout cas, de vraiment être clair sur les échelles. Et puis aussi d'assumer le fait qu'il y a un peu aussi le marché, quoi. À un moment donné, on a des fois besoin de certaines expertises. Et le marché, ben, il est ce qu'il est. Hein. On n'a pas encore beaucoup d'organisations agiles. Ça, c'est évidemment aussi intéressant. Jean-Marc, je ne repasse pas la parole sur les freins, je crois que tu les as déjà évoqués, mais par contre, Sylvain et Mathias, par rapport à l'enquête que vous avez fait auprès de ces 20 entreprises, vous avez l'impression que cette transparence, je dirais, radicale, hein, elle est aujourd'hui très rare, ou c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser? Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une différence entre la transparence en tant que valeur puis la transparence en tant que contenu, et qu'on n'était pas forcément obligé enfin, que la transparence ne signifiait pas forcément exposer le montant de tous les salaires à tout le monde, qu'on pouvait avoir un souhait de transparence, mais de transparence sur le processus plutôt que sur les montants, quoi. Donc, on a appris au fil des interviews à considérer autrement cette notion de transparence, donc à faire porter davantage sur le processus que sur le contenu à diffuser. Effectivement, peut-être pour compléter, hein, mais ça c'était bien mentionné par les intervenantes juste avant. La transparence, c'est surtout le mécanisme qui pose problème. Hein. Comment est-ce qu'on en arrive à tel ou tel montant? Effectivement, il y a des éléments d'historique, il y a des éléments de personnalité, on l'a vu, des gens qui négocient peut-être un petit peu mieux que d'autres. Il y a des éléments de marché, d'urgence. Et effectivement, après un certain temps, c'est ça qui est difficile. Je sais combien j'ai, je sais à peu près combien j'ai, mais je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence avec mon voisin de bureau. Donc, effectivement, mettre en place des mécanismes extrêmement clairs, des critères, des grilles, c'est dans ce sens-là, à mon avis, que la transparence est un enjeu véritable. Oui, Jean-Marc, tu veux réagir? Ouais, peut-être pour rebondir, il me semble que si l'équité existe et si les employés pouvaient être convaincus de l'équité, ils auraient moins besoin de cette transparence, en fait. Donc, dès le moment où la confiance existe et que l'équité est une vraie valeur appliquée, qu'ils peuvent avoir confiance là-dedans, ce souci de transparence diminue un peu. Le fait qu'on ait, par exemple, ouvert, que les coordinateurs des cercles aient cette vue sur les salaires, eux-mêmes, du coup, parlent d'équité à leurs équipes. Ils leur disent, mais tu n'es peut-être pas content de ce qu'on t'a proposé, mais c'est équitable par rapport aux autres. Et ça calme quand même beaucoup de discussions. Intéressant. Monsieur Jean-Marc, Nicole, tu voulais réagir? Oui, peut-être pour confirmer ça, finalement, je crois que mes collaborateurs, ils ne passent pas leur journée après à les vérifier. C'est qu'en fait, ils l'ont fait une fois, et puis c'est comme si ça leur enlevait cette question-là, ça leur libère la tête pour d'autres choses. Et ça, je trouve intéressant. Merci. Silna? Oui, ce qu'on a observé aussi, c'est que en fait, on part tous de l'idée que tout le monde souhaite la transparence, et puis c'est pas vrai. Enfin, c'est plus une question de curiosité que d'un véritable besoin, d'envie, et ça peut être très temporaire. Enfin, c'est moins un sujet que ce qu'on imagine. Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée, là, en l'occurrence par Louise, c'est finalement, on a parlé d'équité interne, externe, j'arrive sur la thématique de l'équité qui a été amorcée, pardon pour le terme, par Jean-Marc. Est-ce qu'on est capable d'attirer les bons talents encore avec un système comme ça? Est-ce que finalement, le fait d'avoir cette équité évidemment, comme cœur du modèle, du système, empêche par défaut finalement de négocier, d'avoir peut-être on voudrait un talent qui est difficile à trouver, puis là, on aurait lui donner un petit peu plus pour qu'il vienne, etc. Est-ce que ça, c'est pas un frein pour vraiment essayer de gagner cette guerre des talents, pardon l'expression, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'avoir les gens, on le sait. Je ne sais pas, peut-être je passe toi la parole, Nicole, parce que dans ce monde bancaire, la question de la rémunération, évidemment, c'est quelque chose qui est mis au top niveau lorsqu'on veut attirer des gens. Mais oui, mais moi, je ne veux pas les gens qui viennent pour le salaire. En fait, moi, je vais les accrocher sur les valeurs et sur la raison d'être. Et donc, ça va être ça.
et finalement un collaborateur qui refuse un travail parce qu'il est 100 francs moins payé, bah pour moi, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y a la banque alternative et il n'a pas compris pourquoi on le veut ou qu'est-ce serait sa place chez lui. Je crois que c'est pour ça, c'est un tout, quoi. On ne peut pas juste regarder le salaire. Et bah, après, on a d'autres avantages. Peut-être chez nous, on travaille un peu moins, on est flexible sur le temps partiel. C'est toutes des choses qui ont une valeur aussi. Mais je crois que avant tout ça, c'est d'être sûr la personne, elle veut venir à la banque alternative. Et moi, j'ai souvent entendu quand même des gens qui disaient la banque, plus jamais, sauf la banque alternative. Et moi, c'est ceux-là que je veux qu'ils viennent travailler chez moi et pas pour aller négocier sur le salaire. Donc finalement, la marque employeur, le sens, finalement, vient très certainement, puis toutes les études le disent, je crois, compenser potentiellement ces niveaux un peu plus bas de rémunération, même si ce n'est pas avéré. Hein. Je ne sais pas si vous avez des niveaux plus bas de rémunération que les autres, mais... Bah, c'est toujours avec quoi on compare et puis dans quel Ouais. métier on est. On sait que dans le monde bancaire, il y a des aberrations totales. Donc celle-là, évidemment, nous, on n'est pas dans ces extrêmes-là. Après, sur un métier de base, on donne un salaire qui est médian, qui est dans la moyenne et qui est tout à fait correct. Voilà, donc on a, oui, des problèmes à trouver des gens, mais je ne pense pas que c'est à cause du salaire. Il y a d'autres facteurs aussi en fonction des implémentations de nos succursales. Merci. Stéphanie, cette question-là, finalement, d'attraction de talent. Ouais, je rejoins vraiment ce que Nicole a dit. Hein. C'est quelque part, de plus en plus, on attire finalement des talents, si on veut, qui veulent être intégrés à ce projet LEICO. Puis au niveau du marché, il y a peut-être un peu des secteurs où on est un peu moins concurrentiel. Hein. Je cite l'assurance. Par contre, pour les autres secteurs, on est quand même tout à fait dans le tir. bilan, donc il n'y a pas trop de soucis. Et puis vraiment, j'ai envie de dire, on a plus envie de la volonté de développer les meilleures conditions cadres et puis flexibiliser peut-être potentiellement encore plus pour permettre aux personnes d'avoir vraiment envie de contribuer à notre raison d'être globale de l'EICO. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un va encore interagir là-dessus. Si ce n'est pas le cas, il y a quand même une chose qui a été dite, hein, qui est toujours dans cette thématique de l'équité, c'est que finalement, d'un système dans lequel on avait une évolution salariale en lien avec l'évolution dans la hiérarchie, un système dans lequel, en fait, on a parlé de rémunération, une équité basée sur le profil versus sur les critères. On a quelque chose qui finalement est perçu comme beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, hein, d'avoir le bon salaire pour la bonne personne. J'aimerais un tout petit peu vous entendre là-dessus. Il y a aussi Baptiste qui pose la question à Stéphanie en lien notamment avec les différents rôles que les gens peuvent avoir dans les différentes équipes et puis quel est l'impact sur la rémunération. Il y a aussi Nicole qui a abordé le fait qu'elle ne voulait pas que les gens aient la pêche au rôle pour les questions de rémunération. Donc sur cette question-là, finalement, de l'objectivation des montants salariaux, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas si Sylvain et Mathias, vous l'avez traité, mais est-ce que vous pouvez juste nous éclairer un tout petit peu, parce que ça je crois que c'est quelque chose, évidemment, on le voit dans les questions, hein, qui interroge beaucoup, Sylvain. Ouais, alors une chose amusante qu'on observe, enfin, en tout cas moi je l'ai trouvé amusant, c'est que on a vu des systèmes qui étaient raffinés, de plus en plus raffinés, puis une prise en compte avec des contradictions, puis alors le rôle, puis la fonction, puis finalement il y a certaines entreprises qui nous ont dit, bah nous finalement on donne une enveloppe à des cercles, ils la répartissent comme ils veulent, ils gèrent ils apportent leurs réponses en termes d'équité interne par rapport au cercle, et puis finalement ça fonctionne mieux que d'avoir une espèce de justification enfin, finalement ils sont revenus à une forme voilà, d'empirisme, de répartition à peu près, qui apparemment fonctionne mieux que les grandes explications. Intéressant. Qui veut réagir sur la question? On dit souvent, notamment, hein, que lorsque finalement on donne la possibilité à un groupe de s'auto-donner des sous ou de s'auto-donner des vacances, ils ont plutôt tendance à prendre moins que plus. Voilà, c'est aussi une chose que l'on voit souvent dans la littérature. C'est une question finalement d'objectivation de la performance ou de la valeur apportée au collectif qui finalement devrait avoir un impact sur le salaire. Est-ce que vous avez des trucs à nous donner, hein, parce que je vois que c'est vraiment des questions qui... Bah, peut-être ce qu'on a observé aussi
Pardon, désolé, hein, c'est dans les systèmes les plus sophistiqués, c'est qu'il y avait quand même une base fixe qui était déterminée en fonction de critères qui étaient importants pour l'entreprise et que c'était à ce niveau-là que se faisait, finalement la traduction des valeurs et puis que la part variable en fonction de cercle d'appartenance, finalement, elle a plutôt tendance à se réduire, ce qui rendait finalement les décisions et les implications par rapport à des changements de cercle, et cetera, moins compliquées à gérer, parce que finalement, Mhm. c'était une petite partie du salaire. Donc, ouais, la recette serait d'avoir une grosse partie du salaire qui est objectivable, basée sur des critères de type le métier, la formation, etc. Et une toute petite partie qui est pas variable au sens, ça varie chaque année, mais qui est variable par rapport à ce socle objectivable et qui permet justement d'éviter ces discussions, etc. Intéressant. Je crois que c'est Ouais. un peu ça qui était chez Loïco, par ailleurs, Stéphanie, il me semble. Jean-Marc, tu voulais intervenir. Oui, j'aime bien le terme empirique que tu as utilisé, Silna. Effectivement, il y a quand même une partie là-dedans qui est empirique et qui se base sur l'expérience et c'est tendre vers l'équité toujours. Ouais, ça me semble important. Chez nous, on a les gens qui ont pris des rôles de coordinateurs sont des gens qui ont pris naturellement aussi des responsabilités, qui évoluent, qui avancent. On n'a pas eu de gens qui ont lâché un rôle de coordinateur réellement pour l'instant. Donc la question, c'est pas encore réellement posée. Mais on a déjà eu le cas aussi de gens qui se sont moins engagés que précédemment. Donc ils ont atteint un certain salaire à un moment, puis après ils débrayent un peu pour des raisons personnelles, etc. Enfin, diverses raisons. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est le même genre de problématique qu'on peut avoir aussi dans ce cas-là et qui ne sont pas faciles à régler, mais dont on doit tenir compte toujours pour tendre vers l'équité. Merci beaucoup. Stéphanie, tu voulais... Oui, je voulais juste. C'est vrai que nous, on essaie vraiment d'intégrer aussi la notion des valeurs dans l'objectivation de la rémunération. Puis en fait, c'est hyper complexe parce que la perception de ceux qui évaluent, est-ce que c'est la même que le eco-mate, comment il se sent dans l'entreprise. Et ça m'a un peu fait tilt. Mais je pense que notre mission, en tout cas au niveau RH, c'est aussi potentiellement vraiment bien attirer les bons talents. Puis du coup, en fait, d'engager un maximum de personnes, puis finalement, même s'il y a des fois des moments où il y a un coup de mou, aussi d'accompagner cette personne pendant ce moment où il est moins engagé. Mais c'est pour ça que je parlais un peu de la confiance, mais ça, c'est peut-être un peu utopique, mais je dirais que quand même la majorité, enfin je dirais même le 90% des collaborateurs et collaboratrices, alors peut-être que je suis un peu fleur bleue, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous engagés parce que la mission, elle est claire et puis il faut travailler beaucoup plus sur les valeurs, la mission et puis aussi être honnête si à un moment donné, cette adéquation n'est plus là, de se dire les choses en fait. Aussi dire, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne matche plus. Et puis ouais. Puis là, très concret, parce que c'est une question de Baptiste, mais du coup, si un collaborateur a des rôles dans plusieurs secteurs, des coordinateurs différents, ça se passe comment au niveau des salaires? Effectivement, vu qu'on est plus sur des critères objectifs selon le parcours au moment de l'entrée du collaborateur, on a quand même majoritairement des personnes qui sont dans un cercle au niveau métier. Puis après, par contre, s'ils contribuent sur d'autres projets, clairement, au niveau de la réévaluation du salaire, on réajuste au niveau d'une augmentation. Je crois quelque chose qui se dégage, en tout cas, ça s'était posé par Simla, mais c'est le fait d'avoir ce socle, je dirais, d'éléments objectivables qui est le plus important possible. Du coup, ça veut dire que la part que tu as appelée variable Simla est de plus en plus petite. Et donc, du coup, est-ce que ça vaut toujours la peine d'évaluer les collaborateurs? Est-ce que la question de l'évaluation, est-ce que c'est toujours nécessaire, cher Simla? Oui, dites des moments où il faut que je cède la parole. Non, la question après, l'enjeu se situe au niveau du message. C'est plus le montant qui est, bon, c'est plus souvent un facteur d'insatisfaction que de satisfaction supplémentaire, comme ça a déjà été souligné, mais c'est le message qui accompagne. Enfin, si la relation est claire, si l'investissement pour la mission est prédominant, finalement expliquer il n'y a pas besoin d'un système extrêmement complexe pour expliquer pourquoi, comment, et les gens n'ont même pas forcément envie de savoir pourquoi, comment, avec une explication fine qui porte sur finalement des espèces de détails dans la rémunération. Mais c'est vrai que régler le message de départ sur
la rémunération, on va pouvoir en parler, on va essayer d'être équitable. Il est possible d'avoir une implication qui est plus ou moins souhaitable. C'est pas un sujet qui est tabou, ben, ça fait partie des éléments qui fixent le cadre de cette rémunération. Alors, en effet, après, plus on entre dans des justifications de détail, moins c'est souhaitable, plus ça provoque des frustrations et des mécontentements parce que le risque d'être maladroit augmente. Bien sûr, bien sûr. Finalement, c'est un peu ce que disait Jean-Marc avant, c'est que finalement, plus on a confiance dans le système, moins la question finalement de la complexité ou de la formalisation de comment est-ce que le salaire est attribué devient importante. Notamment, les collaborateurs se sentent embarqués dans une aventure commune auquel ils ont confiance, et puis les processus sont clairs, et puis, ok, ouais, c'est vraiment super intéressant. Il y a un élément qui était évoqué, puis là, on passe au dernier tiers, évidemment de la ligne rouge qu'on s'est donnée, mais qui est la question de la participation. Donc, dans le qui impliqué ou qui ne pas impliqué, il y a différents modèles qui ont été posés. Donc, la banque alternative, vous avez évidemment un collaborateur au conseil d'administration qui représente les collaborateurs et qui certainement peut se positionner sur ces questions-là. Chez Stéphanie, évidemment, il y a des rôles talents dans chacune des équipes qui sont attribués, et puis ces rôles talents se voient entre eux ou entre elles pour définir la politique de rémunération. Donc ça reste relativement clair. Jean-Marc, je ne sais pas comment toi tu vois la chose chez toi. On ne t'a pas forcément entendu sur cette question, peut-être que je l'ai oublié, je suis désolé, la vieillesse. Mais comment est-ce que finalement, le juste niveau d'implication pour la définition de ce salaire, en tout cas de cette politique salariale? Alors, les coordinateurs, à la tête de chaque cercle, ont leur mot à dire. Ils influencent complètement l'évolution des salaires et la répartition et l'équité des salaires dans leur cercle, en fait. Et si une personne travaille dans plusieurs cercles, il y a pas naturellement toujours un cercle principal, il n'est déjà pas nommé comme ça, mais disons, il y a quand même quelqu'un un des coordinateurs qui prend le lead et puis qui va discuter avec les autres coordinateurs pour savoir si l'implication de la personne dans les autres cercles est aussi comparable ou s'il y a une particularité qui pourrait influencer. Mais c'est ce coordinateur qui proposera l'évolution du salaire. D'accord. Une espèce de travail de consensus sur cette partie variable et non objectivable entre différents rôles de coordination. On travaille beaucoup sur le fixe. Il y a peu ou pas de parties variables, en fait. Donc, et puis, elle n'est pas individuelle, elle serait collective plutôt. On tend plutôt à ça. L'intention, c'est plutôt avoir des gens qui sont calmes avec leur rémunération et puis qui ne vont pas bosser plus parce qu'ils pourraient être rémunérés plus, mais plutôt bosser plus parce que le projet les intéresse, parce que dans l'équipe, ils veulent apporter une valeur ajoutée complémentaire, parce que ils avancent avec ça en tête plutôt que des francs à ce moment-là. Ouais, je vois tout le monde acquiescer, je crois que tout le monde est d'accord. Je crois qu'on a quand même posé quelques lignes assez claires, notamment la fin de cette rémunération variable individuelle qui a tendance à mettre les gens les uns contre les autres et puis à les faire se battre pour les mauvaises choses, pour faire un franc de plus plutôt que de satisfaire le client ou d'être dans la raison d'être de l'équipe. Évidemment, super intéressant. Il y a une question qui vient de poser Lionel à 9h57, il nous reste 3 minutes, mais évidemment, sur cette question de la flexibilisation des avantages offerts aux collaborateurs, puisque la perception d'une juste rémunération est souvent très, très individuelle. On a des systèmes qui poussent évidemment à collectiviser un maximum de choses, la réflexion, on veut des choses équitables. Donc, en fait, peut-être on met plus un carcan, en tout cas, à des systèmes traditionnels où finalement les gens négocient un petit peu, puis à la limite, on arrive à mieux individualiser la rémunération par rapport aux besoins des gens, en tout cas des besoins perçus, évidemment. Donc, cette question de la flexibilisation des avantages, est-ce que vous avez un modèle de ce type-là dans vos organisations? C'est la question posée par Lionel, un modèle, un logiciel, je crois, des trucs que vous pouvez partager avec les autres, Stéphanie, par exemple. Alors nous, on travaille, on a notre outil BenefitMe qu'on est en train aussi de développer aussi tout ce qui est flexibilisation. On a fait beaucoup pour le plan de mobilité, puis pour certains, il y avait pas la possibilité d'utiliser ce montant-là, mais de définir peut-être un montant un peu plus important. Et puis nous, l'important, c'est aussi de vraiment présenter aussi des bénéfices durables.
qui font sens pour nous. Et puis, du coup, ça attirera aussi les bons. Une espèce Voilà, une espèce de menu où les gens peuvent choisir des différentes choses qui sont importantes pour eux. ouais, c'est un peu Avec une l'intention ligne, de d'accord. poser plus ça. Et puis, on voit que c'est aussi une envie des collaboratrices et collaborateurs. Puis typiquement, vu que nous, on a beaucoup développé déjà la flexibilité, puis ça, c'est vraiment quelque chose au niveau marque employeur qui est très demandé. On voit même qu'il y a maintenant des demandes aussi de travailler sur 4 jours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui bouillonnent, et on voit que la rémunération, elle commence quand même à plus avoir toute son importance, parce que voilà, c'est vraiment d'avoir des conditions cadres, un environnement agréable qui est au-dessus. Puis je pense que la génération qui arrive, sans stigmatiser la nôtre, mais tout en sachant que la nôtre aussi, on évolue, c'est ce soi-là, c'est de se développer, de contribuer à une mission. Et puis, en tout cas, nous, c'est aussi ces personnes-là qu'on veut attirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un va encore réagir avant que je passe la parole à Manon pour clôturer? Il est 10h00. Désolé Manon, il y a tellement de choses qui se disaient que j'ai été pris par la passion des débats. Voilà. Pas de souci, merci Christophe. Cher Manon, la parole est à toi pour la clôture. Oui, tu peux passer directement sur le slide suivant. Je voulais simplement faire une petite conclusion, synthèse à tout ça, parce qu'avec Corinna Loupou, on a écrit un ouvrage, une édition HRM de Chart Today sur ces questions de la rémunération et des questions plus d'innovation autour de la rémunération. Et puis, en fait, ce qui se passe souvent, et ce qu'on a observé, on a aussi interviewé une douzaine d'organisations, c'était en 2020 qu'on a pu publier, et ce qu'on observe, c'est que en fait, la rémunération, c'est souvent pas compris comme quelque chose de stratégique dans sa vision globale. Donc là, j'ai remis un petit peu ce qu'on a en fait entendu ce matin, c'est que quand on parle de rémunération, on parle autant des aspects financiers avec la rémunération directe et la rémunération indirecte que l'autre rémunération. Nous, en fait, on l'a vraiment entendu dans sa vision globale, qui sont en fait tous les facteurs de satisfaction au travail. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les organisations, les entreprises sont souvent pas trop à réfléchir dans sa globalité, dans le terme stratégique, plus à aussi suivre des effets de mode sur le marché, dans comment le système de rémunération est construit, en regardant surtout l'équité externe. Et puis, je voulais quand même revenir sur le lien entre agilité et rémunération, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant posé en fait qu'est-ce qui garantit ou qu'est-ce qui fait qu'un système de rémunération serait agile. Alors là, on a vu avec Mathias et Sina qu'il y avait des questions de valeur. On peut aussi se poser la question, finalement, une organisation agile, c'est aussi une organisation qui va avoir une fluctuation de ses ressources, et les ressources humaines en font partie. On a vu que ce n'est pas toujours très intelligent que de lier la rémunération à l'évolution des rôles, parce que ça a des effets souvent négatifs. Ce qu'on peut en fait conclure de cette présentation ce matin, c'est surtout que toutes les organisations agiles, elles vont miser sur l'autre rémunération, celle dont on parle finalement très peu. Et elles vont le faire de différentes manières. Là, on a vraiment vu, moi j'ai beaucoup aimé les 3 intervenants, parce qu'il y a une diversité dans ces 3 cas, où on voit qu'il y a différentes manières de faire vivre les valeurs et des conditions de travail qui font que les gens ont envie d'être là pour des questions de sens, pour des questions d'évolution, pour des questions d'ambiance de travail. Et ça, finalement, on en parle assez peu dans un monde qui aujourd'hui est vraiment sur des enjeux très forts en termes d'attractivité et de rétention des talents. Donc ça, c'est ma petite conclusion de cette présentation. Et puis, je passe juste au slide suivant aussi pour vous annoncer les prochains événements de la Fabrique de l'Agilité. Donc, on a un prochain webinaire sur la transformation culturelle le 2 mai, dans les mêmes horaires, 8h30, 10h. Et puis, on vous annonce en primeur la date de la conférence annuelle qui, si tout va bien, aura lieu à Yverdon-les-Bains, dans les locaux de YPart, le 3 octobre prochain. Merci à tous pour votre participation, et je crois que je peux clore le webinaire de ce matin. Merci beaucoup, cher Manon. Désolé d'avoir forcé de finir au pas de course. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. On était 115 connectés ce matin, donc c'est vraiment un chouette succès. N'hésitez pas à continuer dans les discussions entre vous avec la Fabrique de l'Agilité, à poser vos questions. On vous transmettra évidemment les résultats, finalement le questionnaire avec toutes les questions que vous avez posées, et les réponses vous seront transmises. Vous aurez également le lien vers la vidéo, et on vous demande, pour les 75 qui sont encore connectés à 10h03, de flasher le QR code tout de suite, là maintenant, pour pouvoir nous donner un petit feedback sur le moment que vous venez de passer, pour permettre à Manon et au comité de la Fabrique de l'Agilité d'être encore meilleur la prochaine fois, si c'est possible, cher Manon. Donc, en tous les cas, un tout grand merci d'avoir passé ce moment avec nous, et puis à tout bientôt pour un autre webinaire de la Fabrique de l'Agilité.
Ciao, ciao tout le monde. Passez une très, très belle journée. Au revoir. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so let her she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it, no. You'll play along, let her lead.